Marion, merci Marion et merci à toutes et à tous pour votre participation, euh, pour ce café à 4 de cet après-midi. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir ouvrir cette réunion en tant que représentant du nouveau bureau international de la FIACAT. Euh, Bien sûr, comme vous le savez, l'une des fonctions importantes de notre fédération, la FIACAT, c'est de représenter ses membres, les ACAT, qui sont présents dans une trentaine de pays du monde, auprès des organismes internationaux tels que les Nations Unies, le Conseil de l'Europe, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Union européenne, l'Union africaine. Et dans ce mouvement, dans ce rôle de représentant des ACAT, la FIACAT sert vraiment euh, de concentration des moteurs que sont les ACAT, moteurs de ce mouvement abolitionniste mondial. On se réunit aujourd'hui tout particulièrement autour de cet axe majeur de l'action des ACAT qu'est l'abolition de la peine de mort. Alors, je ne vais évidemment pas m'étendre davantage sur le sujet lui-même de la peine de mort, puisque c'est pour cela qu'on se réunit et on va évidemment bénéficier plutôt de l'expertise des personnes qui prendront la parole pendant cette heure. Donc, je vais plutôt vous rappeler que parmi les axes importants de la FIACAT, qui relaye bien sûr les actions de ces ACAT membres, figurent également d'autres priorités que nous sommes appelés dans les prochains mois d'ailleurs à encore mieux cerner et encore mieux définir au travers d'un plan stratégique pour les prochaines années. Et ces autres priorités, eh bien, elles se déclinent dans différents endroits du monde, à la fois dans une attention toute particulière aux conditions de vie dans les lieux où les personnes sont privées de liberté. Alors, on peut penser bien entendu naturellement aux prisons, mais à d'autres espaces aussi, d'autres lieux où les personnes sont privées de liberté. Et donc, nous menons et continuerons à mener des programmes pour lutter contre la détention préventive abusive, mais nous gardons aussi notre préoccupation concernant le droit des exilés, qui sont si nombreux et malheureusement de plus en plus nombreux peut-être sur la Terre, et qui dans diverses sociétés ne sont pas toujours traités comme il se doit. Et enfin, bien sûr, dans tous les pays du monde, on peut rencontrer des problèmes en matière de violence policière ou bien de conditions d'exercice du pouvoir ou bien de la force par nos pouvoirs d'État. Il y a également une autre préoccupation qui est au cœur des préoccupations de la FIACAT depuis quelques années et que nous gardons à l'esprit, c'est celle de la défense des défenseurs des droits humains. La défense des défenseurs, elle nous tient également particulièrement à cœur. Nous avons des défenseurs des droits humains qui sont très proches de nous au sein même de la FIACAT et qui ont bien entendu toute notre sympathie et notre soutien. Je ne vais pas être plus long. On va revenir maintenant au cœur de notre réunion d'aujourd'hui avec nos experts au sein de la FIACAT, nos expertes d'ailleurs aujourd'hui, sur ce sujet, à qui je donne tout de suite la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe pour ces paroles encourageantes. On est vraiment tous contents et ravis de vous retrouver pour ce café à 4 aujourd'hui. Comme vous l'aviez sûrement déjà vu, la thématique du café à 4 aujourd'hui, c'est la mobilisation stratégique autour de la 10e résolution moratoire de l'Assemblée générale des Nations unies. On est très enthousiaste à l'idée de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Notre café à 4, il va se dérouler en 3 temps. On aura un premier temps de présentation et de contexte et de l'intérêt de la résolution moratoire, avec aussi le contenu et les étapes du processus d'adoption et l'accompagnement de la FIACAT dans le plaidoyer. Dans un second temps, on aura un partage d'expérience par la CAT Côte d'Ivoire. Et on terminera par un temps de questions-réponses. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite également à prendre des notes et à noter les questions sur lesquelles vous pouvez vous poser pour qu'on puisse vous donner la parole pendant ce temps de questions-réponses. Et on tient aussi également à vous remercier pour votre présence et pour votre engagement à la FIACAT. Et bon café à 4 à tous. Et je vais laisser la parole à mon collègue Nathan Majumpa. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marion. Je vais commencer avec une présentation du contexte et de l'intérêt de la résolution moratoire. Comme vous le savez, la session plénière de l'Assemblée générale des Nations unies devrait examiner en décembre 2024 un projet de résolution appelant à un moratoire sur l'application de la peine de mort. Si cette résolution est proposée et adoptée,
elle deviendra la 10e résolution appelant les États membres de l'ONU à instaurer un moratoire sur les exécutions en vue de l'abolition de la peine de mort. Donc, en quoi la résolution moratoire présente-t-elle un intérêt pour la lutte abolitionniste? Tout d'abord, il est souvent considéré qu'elle permet d'établir un lien sans équivoque entre la protection internationale et régionale des droits humains et la suspension des exécutions. Donc, à travers la résolution moratoire, la peine de mort n'est plus exclusivement perçue comme une question de justice pénale nationale. Ensuite, elle permet aussi de fournir des preuves de l'interdiction progressive de l'application de la peine de mort en vertu du droit international et des normes internationales. Elle renforce également le soutien des États à la cause abolitionniste en leur permettant de montrer un engagement fort en faveur de l'abolition de la peine de mort, puisque le moratoire définit clairement la fin des exécutions comme une étape nécessaire. On note également que la résolution moratoire impulse une dynamique de développement de normes internationales euh, visant à l'interdiction de la pratique de la peine de mort. Et elle offre aussi une opportunité de dialogue régulier avec les autorités des pays rétentionnistes. Donc, au vu de ces intérêts, euh, toujours pas de son. Vous m'entendez bien? Ok. Merci. Au vu de ces intérêts, les résolutions moratoires votées chaque 2 ans depuis le 18 décembre 2007 pour la première constituent de réelles opportunités pour la lutte abolitionniste. Et donc, comme je le disais, depuis 2007, 9 résolutions moratoires ont été adoptées. Et par rapport aux tendances concernant les votes, on peut observer que depuis 2007, il y a une hausse progressive du nombre d'États favorables à la résolution. Donc en 2007, on était à 100 États qui s'étaient positionnés favorablement contre 125 États en 2022. Donc je vous propose peut-être d'avoir un rapide aperçu des votes avec la prochaine slide, s'il vous plaît, Mario. Merci. En 2022, donc 125 États ont voté en faveur de la résolution, 37 ont voté contre et 22 se sont abstenus. Et parmi les pays où sont présentes les ACAT, on note que la RDC et les États-Unis ont voté contre et le Burundi, le Cameroun et le Niger se sont abstenus. Du point de vue de l'Afrique, on peut constater que plus de la moitié des États ont voté en faveur de la résolution, bien qu'un certain nombre d'États demeurent rétentionnistes. Donc, pour maintenir le cap et amener vraiment plus d'États à voter en faveur de la résolution moratoire en décembre 2024, la coalition mondiale s'est fixée comme objectif principal d'obtenir 125 votes ou plus en faveur de la résolution de 2024. Idéalement, ce serait 129 votes, soit les 2 tiers des membres de l'ONU. Donc, à cela s'ajoute un deuxième objectif de maintien de la force du texte en plaidant pour que le texte de la résolution de 2024 ne soit pas affaibli par rapport à celui de 2022. Euh, Est-ce que Marion, tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. Donc, concernant les principaux enjeux de la résolution moratoire, globalement, les États favorables à ce texte s'accordent sur le fait que la peine de mort constitue une violation fondamentale des droits humains et qu'elle sape la dignité humaine. Un autre grand enjeu pour ces États réside dans les disparités observées dans l'application de la peine de mort, souvent compte tenu de facteurs sociaux, économiques, raciaux ou ethniques. Du côté des États opposés, parmi les principaux enjeux portés au centre des discussions par les États opposés à la résolution, se trouve la question de la souveraineté nationale, puisqu'ils considèrent la peine de mort comme relevant de leur souveraineté judiciaire. D'autres États, d'autres États appliquant la peine de mort s'opposent aussi à la résolution moratoire car ils disent agir conformément au droit international dans la mesure où ils n'ont pas adhéré à l'OP2 et qu'ils suivent des procédures justes et équitables pour les condamnations.
Un autre argument régulièrement avancé est celui des réalités locales. Du point de vue de certains des détracteurs du texte, la situation juridique, sociale, économique et culturelle de certains États ne serait pas conforme à l'instauration d'un moratoire sur la peine de mort et n'est pas prise en compte dans le texte. Donc, dans ce contexte, ces États opposés à la résolution dénoncent souvent l'imposition de normes occidentales à l'ensemble des États membres. Enfin, un autre des principaux enjeux régulièrement avancés par les États membres fait aussi référence à l'effet dissuasif de la peine de mort sur les taux de criminalité, mais il n'y a pas vraiment d'argument en ce sens. Donc, je crois que c'est à peu près tout pour la présentation du contexte et de l'intérêt de la résolution moratoire. Je vous remercie pour votre attention et je redonne la parole à Marion. Merci Nathan pour cette partie de contexte et d'intérêt sur la résolution moratoire. Et maintenant, je vais laisser la parole à Emeline pour le contenu et les étapes du processus. Merci Marion. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous présenter dans un premier temps le contenu et la structure de la résolution, puis dans un second temps, le processus d'adoption de la résolution devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Donc, comme l'a rappelé Nathan, l'objectif principal de la résolution, c'est l'adoption d'un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir la peine de mort, mais il ne s'agit pas de demander aux États qui vont adopter la résolution l'abolition immédiate de la peine de mort. C'est vraiment un but ultime à atteindre. La résolution se présente en deux parties. Une première partie avec des préambules, avec des paragraphes préambulaires et une qui comprend des paragraphes opérationnels. Donc, les paragraphes préambulaires, ils vont présenter surtout le contexte de la résolution, rappeler les textes de droit internationaux euh, pertinents, rappeler par exemple les résolutions antérieures de l'Assemblée générale, rappeler également par exemple la résolution du Conseil des droits de l'homme sur sur la question de la peine de mort, puisque la résolution va être adoptée tous les 2 ans par l'Assemblée générale, mais les années où l'Assemblée générale n'adoptera pas cette résolution, c'est le Conseil des droits de l'homme à Genève qui va adopter une résolution sur la question de la peine de mort. Donc il faut savoir qu'à Genève, la résolution recueille plus de votes puisque c'est moins politisé qu'à New York, mais la résolution à Genève va justement permettre d'enrichir celle de New York. Donc voilà, donc les paragraphes préambulaires, c'est surtout un rappel du contexte, du cadre normatif, avec des références aussi sur les tendances, la diminution du nombre d'exécutions, mais aussi le rôle important des institutions nationales et de la société civile dans la poursuite des débats et des initiatives contre la peine de mort. Et ensuite, on a donc les paragraphes opérationnels. Là, c'est à partir de la page 3. Et les paragraphes opérationnels commencent avec le premier paragraphe, donc réaffirme le droit souverain de tous les pays d'élaborer leur propre système juridique et notamment de déterminer les peines appropriées conformément aux obligations que leur impose le droit international. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amendement souveraineté. C'est un amendement qui est dans la résolution depuis 2016 et qui est initié par Singapour et en fait qui a pour objectif d'affaiblir la résolution. Parce que Singapour craint que ces résolutions constituent un ensemble de soft laws qui permettent de faire de l'abolition de la peine de mort une règle de droit coutumier comme l'interdit de la torture. Donc, ils font vraiment un travail de plaidoyer avec l'Égypte, l'Iran, l'Indonésie pour affaiblir la résolution avec cet amendement souveraineté. Il faut savoir qu'en parallèle, Singapour fait aussi un gros plaidoyer, c'est vraiment au cœur de la politique de Singapour, euh, contre, contre la résolution. Donc, c'est un État rétentionniste. Ils essayent de faire un plaidoyer pour que les autres États membres votent contre cette résolution en expliquant que les États abolitionnistes tentent d'imposer leur point de vue sur une sanction qui est légale au regard du droit international et qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires internes d'un État. Mais de toute façon, comme on l'a vu juste avant avec Nathan, le principe de non-ingérence dans les affaires souveraines, il n'est pas applicable aux droits humains et la peine de mort est considérée comme relevant des droits humains. Donc ce principe de non-ingérence dans les affaires d'un État ne s'applique pas en l'occurrence.
Malheureusement, cet amendement, il est de plus en plus adopté par les États. Il y a 95 États qui ont voté pour cet amendement en 2020. Il y en a eu 103 en 2022. Mais c'est un amendement qui est avant tout politique et c'est difficile à anticiper l'adoption de cet amendement d'un point de vue juridique parce que ça va vraiment dépendre de la situation. Je ne sais pas si c'est exclusivement la situation géopolitique, mais c'est en partie des États qui vont soutenir d'autres États qui poussent cet amendement. Les paragraphes suivants de la résolution, donc après l'amendement souveraineté, c'est des paragraphes qui vont contenir des mesures plus concrètes pour les États non abolitionnistes que ces États peuvent prendre pour mettre progressivement fin aux exécutions. Donc, par exemple, réduire le nombre d'infractions passibles de la peine de mort, rendre publiques les informations sur l'application de la peine de mort, ne pas condamner les personnes qui sont en situation de handicap mental ou intellectuel, et que la peine de mort ne soit pas appliquée sur la base de critères discriminatoires. Donc, ces paragraphes opérationnels, c'est vraiment plus des mesures concrètes destinées aux États non abolitionnistes ou aux États abolitionnistes, mais qui n'ont pas encore signé le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui vise à abolir la peine de mort, par exemple. Voilà un peu pour le contenu de la résolution. S'agissant du processus d'adoption de la résolution, peut-être revenir sur le PowerPoint, Marianne. Donc, il faut tout d'abord savoir que cette résolution va être adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette Assemblée générale, elle est composée de 6 commissions et chacune de ces commissions vont examiner des questions qui vont ensuite aboutir à des résolutions. C'est la 3e commission de l'Assemblée générale qui traite des questions des droits humains, qui va également traiter de la question de la peine de mort. Donc, concernant le processus de rédaction, fin juillet, donc là, dans quelques semaines, il y a 2 États qui sont favorables à la résolution, qui vont être en charge de rédiger et de présenter le projet de résolution sur la base de la dernière résolution, donc de 2022, au nom d'un groupe d'États qui vont au nom d'un groupe d'États qui sont favorables à la résolution. Pardon, c'est peut-être pas très très clair, mais en gros, 2 États vont être porte-parole d'un petit groupe d'États qui vont soit aider à la rédaction, soit coparrainer la résolution, mais sans pour autant prendre part à la rédaction. Par exemple, en 2022, le projet il a été présenté par l'Australie et le Costa Rica et il a été coparrainé par 79 autres États. Donc ça, c'est fin juillet, donc dans quelques semaines. Le draft ensuite le projet de résolution va être partagé aux ONG, aux institutions nationales et aux autres entités onusiennes, comme le Haut Commissariat ici à Genève, pour enrichir la résolution, par exemple, avec des informations qui sont contenues dans la résolution du Conseil des droits de l'homme sur la question de la peine de mort. Donc, chaque institution va faire des inputs sur ce projet de résolution. Et normalement, fin septembre, la phase de rédaction est terminée et donc des consultations informelles vont s'ouvrir entre les États. Donc ces consultations seront initiées par les États qui coparrainent la résolution puisque l'objectif c'est d'obtenir un large soutien avant l'examen du texte en 3e commission. Et l'examen du texte va commencer un mois après, donc fin octobre, début novembre. Le projet va être présenté en 3e commission et c'est lors de la présentation de ce projet, donc par les 2 États qui seront rédacteurs principaux de la résolution, que d'autres États vont pouvoir proposer des amendements, soit à l'écrit, soit à l'oral. Les amendements vont ensuite être examinés et soit adoptés, soit rejetés par vote. Et une fois que les amendements seront traités, la 3e commission va examiner le projet de résolution dans son intégralité qui sera ensuite soumis au vote. Et la résolution finale, donc l'intégralité de la résolution, sera réexaminée en intégralité mi-décembre lors de la session plénière de l'Assemblée générale. Et il faut savoir qu'après l'adoption de la résolution, donc mi-décembre, il y a des États qui peuvent faire des notes verbales auprès du secrétaire général des Nations Unies pour demander à être dissociés de la résolution.
On peut se demander pourquoi ces États qui ont a priori déjà voté contre la résolution font en plus une note verbale auprès du secrétariat pour affirmer qu'ils se dissocient de cette résolution et qu'ils sont vraiment opposés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un enjeu politique et l'objectif, c'est de montrer, cette note verbale va être un élément en plus pour montrer qu'il n'y a pas de consensus sur la résolution moratoire et donc pour empêcher que ces résolutions soient utilisées comme des éléments de soft law qui permettraient peut-être d'aboutir à une norme coutumière comme l'interdit de la torture. Voilà pour le contenu et l'adoption, le processus d'adoption. Merci à toi, Emeline, pour ces précisions sur le contenu et sur les étapes du processus d'adoption de la résolution moratoire. Je vais désormais laisser la parole à Xavier. Merci beaucoup Marion. Bonjour à tout le monde. Alors l'idée pour moi, c'est de vous présenter un peu comment la FIACAT va coordonner au niveau international le plaidoyer autour de cette résolution et comment aussi elle peut accompagner les ACAT dans leur plaidoyer national. Peut-être en propos introductif, rappeler que cette résolution, même si elle est adoptée à New York au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une résolution qu'on utilise beaucoup, nous, en tant qu'organisation abolitionniste, que ce soit au niveau national, régional ou international, parce que c'est une résolution, en fait, qui, depuis 2007, ne cesse de croire au niveau du soutien des États. Et donc, c'est un indicateur pour nous, société civile, pour montrer que le monde devient abolitionniste, que la démarche abolitionniste n'essuie pas de revers, et que tous les 2 ans, il y a de plus en plus d'États qui vont voter en faveur de cette résolution et que le monde devient de plus en plus abolitionniste. Donc c'est vraiment un grand rendez-vous tous les 2 ans pour les organisations, des associations abolitionnistes, qu'on soit dans des pays rétentionnistes, abolitionnistes en pratique ou abolitionnistes de droit. Parce que comme le 10 octobre, qui est la journée mondiale contre la peine de mort, en fait, ça va être un moment où on va réussir à mobiliser, que ce soit les autorités ou l'opinion publique, sur la question de la peine de mort. Cette résolution, du coup, qui est négociée à New York, mais qui, au final, est négociée au tout début dans les capitales de chacun des 193 États membres des Nations Unies. En fait, du coup, il va falloir coordonner le plaidoyer à New York, au niveau des bureaux régionaux et au niveau, du coup, des 193 capitales qui vont donner les instructions aux ambassadeurs qui sont présents à New York. Et donc, pour coordonner tout... je veux bien, s'il te plaît, que tu reviennes juste avant, Marion, la slide d'avant. Pour coordonner tout ce plaidoyer au sein de la Coalition mondiale contre la peine de mort, on a créé un groupe de travail sur la résolution moratoire où tous les membres de la Coalition mondiale peuvent participer et où, du coup, toutes les 2 semaines, pendant cette période où on suit de près la résolution moratoire, on va discuter de ce qui se passe à New York, de où en sont les négociations informelles, quelles difficultés on rencontre. Et ensuite, on va également coordonner toutes les situations, du coup, avec toutes les situations, les nouveautés qu'il y a dans les capitales des États cibles. En plus, du coup, de tout ce plaidoyer qui est coordonné au niveau de la coalition mondiale, on va également, nous, FIACAT, se charger du plaidoyer au niveau de l'Union européenne et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces instances régionales de droits humains sont également fortement impliquées. Alors l'Union européenne en premier lieu parce qu'elle fait partie des négociateurs. Elle est à la table aux côtés des États européens et elle a vraiment, c'est un soutien très important pour la société civile et pour la résolution elle-même. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'engage elle aussi de plus en plus en faveur de cette résolution et même si c'est une résolution qui est négociée au niveau des Nations Unies à New York, la Commission africaine va participer à des événements et va mener également un propre plaidoyer pour inciter les États membres de l'Union africaine à voter en faveur de cette résolution. Et donc, en plus donc, de ce plaidoyer à New York, au niveau de l'Union européenne et au niveau de la Commission africaine, il y a tout le plaidoyer qu'on va faire auprès des Nations unies, donc à New York également, au niveau des instances, mais également à Genève, au niveau du Haut
Commissariat aux droits de l'homme, et également au niveau des bureaux régionaux, notamment donc, pour cette année, on espère le bureau régional d'Afrique de l'Ouest et le bureau régional d'Afrique centrale. Et donc, en plus de ce plaidoyer qui va être plus international et régional, qui va être davantage porté par la FIACAT, comme vous le disiez, le premier plaidoyer pour la résolution moratoire, c'est un plaidoyer qui se fait en capitale, et donc il y a un plaidoyer qui est porté par les ACAT au niveau national. Et c'est un plaidoyer qui va pouvoir, on le verra après, mais cibler autant les ministères des Affaires étrangères, ministère de la Justice, les secrétariats généraux de présidence de la République. Ça va dépendre de chaque contexte national, mais voilà, c'est un plaidoyer qui va d'abord être mené en capitale pour ensuite être porté à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que tu peux passer sur la slide sur les Nations Unies, s'il te plaît? Merci Marion. Donc, avant de parler un peu des opportunités d'accompagnement de la FIACAT pour cette année au niveau du plaidoyer national, l'idée était aussi de vous présenter le travail que nous, on fait de plaidoyer en tant que FIACAT, autant le secrétariat international que le bureau international, hein, au niveau des Nations Unies. Donc, habituellement, on a, donc, comme le relevait Emeline, à partir de fin juillet, on va proposer des suggestions aux États auteurs de la résolution pour enrichir le contenu de la résolution moratoire. C'est comme ça qu'il y a 2 ans, on a réussi à faire inclure à enrichir le texte en parlant des conditions de détention dans le couloir de la mort, avec notamment la question des mauvais traitements, en parlant également de l'application discriminatoire de la peine de mort sur les femmes et sur les personnes handicapées. Ça va être une phase qui est vraiment plus technique, où on va vraiment du coup essayer d'enrichir la résolution, notamment avec ce qui a été fait dans les travaux des Nations Unies par les autres organes, et notamment le Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève. L'idée de cette année, vu qu'on sait que la résolution moratoire est un sujet est très politisé et instrumentalisé à New York, c'est qu'on s'est dit qu'on privilégiait le fait d'avoir plus d'États qui votent en faveur plutôt que d'avoir une résolution qui sera encore plus forte au niveau de son contenu. En dehors du coup de ce plaidoyer qui se fait donc au niveau de juillet, on va utiliser également la Journée mondiale contre la peine de mort, donc le 10 octobre habituellement, pour organiser un événement parallèle à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a 2 ans, c'est la FIACAT et Ensemble contre la peine de mort, et notamment en présence de la CAT Côte d'Ivoire, qui ont organisé cet événement. Mais tous les 2 ans, en fait, on se répartit avec la société civile qui va travailler sur ces thématiques pour vraiment se coordonner, et que, quelle que soit l'organisation, un événement soit organisé pour la résolution moratoire. Durant l'automne, il va également y avoir un plaidoyer à New York auprès des représentations étatiques. Donc là, normalement, il y a un plaidoyer qui se fait du coup en présentiel, où certains membres ACAT peuvent être conviés pour mener le plaidoyer. Ce plaidoyer peut également se faire en virtuel. C'est une solution qu'on avait fait en 2020 et qu'on va peut-être également explorer pour l'année 2024. Et enfin, on est en train aussi d'essayer de voir s'il n'est pas possible d'organiser un webinaire avec du coup, les bureaux des Nations Unies d'Afrique centrale et de l'Ouest, en partenariat avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, sur du coup, la question de la résolution moratoire. Et donc, ce sera un webinaire qui s'adresserait d'abord aux États, donc qui serait organisé par ces institutions internationales et régionales, et où nous, on serait co-organisateurs, les ACAT seraient bien évidemment conviés, et où on essaierait en fait de miser sur davantage une dynamique sous-régionale pour inciter les États à voter, plutôt qu'un plaidoyer juste international. Donc, peut-être aussi dire que les ACAT qui souhaitent s'engager dans un plaidoyer national pour cette résolution moratoire, elles peuvent également prendre attache avec nous pour entamer un plaidoyer qui se fera directement auprès de leur représentation, la représentation de leur État à New York, et où on pourra du coup organiser donc ces réunions virtuelles avec les ambassadeurs ou ambassadrices ou le corps diplomatique, du coup au courant de l'automne.
Maintenant, pour davantage se concentrer sur les possibilités d'accompagnement de la FIACAT et surtout les possibilités d'action des ACAT autour de la résolution moratoire, je vous propose donc de regarder la slide d'après sur du coup les actions nationales qui peuvent être menées par les ACAT. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de début septembre, il va y avoir des courriers qui vont être envoyés aux autorités nationales d'États cibles. La Coalition mondiale contre la peine de mort va cibler une liste d'États, mais ça ne veut pas dire que tous les États ne peuvent pas en fait être cibles. C'est vraiment les acteurs nationaux qui vont décider si oui ou non ils veulent s'impliquer sur la résolution moratoire. L'idée, c'est d'envoyer du coup des courriers au ministère des Affaires étrangères, comme je vous le disais, parce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui va donner la consigne de vote, mais également au ministère de la Justice, vu que la peine de mort ou son abolition relève d'abord du ministère de la Justice, à la présidence de la République, et donc d'envoyer un courrier en disant à l'État nous vous félicitons pour telle ou telle chose, nous espérons que vous allez voter en faveur de la résolution. Nous espérons que vous allez vous abstenir concernant cette résolution. Nous espérons que vous allez coparrainer cette résolution. Nous espérons que vous allez rejoindre le groupe des États à l'origine de cette résolution. Chaque en fait, État a des objectifs différenciés qui sont décidés par les ACAT. Et donc l'idée, c'est de contacter d'abord les autorités nationales et de mettre en copie de ce courrier officiel les représentations à New York. Comme ça, il y a déjà un premier pont qui est fait entre les représentations à New York et la capitale, parce que c'est pas toujours le cas, et donc c'est aussi notre rôle en tant que société civile de bien vérifier que les instructions en capitale aient été données à New York. Ensuite, sur la base de ces lettres, ça peut être l'occasion de démarcher les autorités pour organiser des rendez-vous de plaidoyer, autant du coup en capitale qu'au niveau des représentations à New York. Par la suite, également possible d'organiser des événements autour de la résolution moratoire. Là encore, le 10 octobre, qui est la journée mondiale contre la peine de mort, est souvent l'opportunité de pouvoir parler de la résolution moratoire et du coup d'essayer d'engager l'État à voter en faveur ou à prendre un engagement supplémentaire, donc, comme le coparrainage, pour cette résolution. Il est également possible de faire des déclarations publiques ou médiatiques, donc que ce soit des communiqués de presse, des émissions radiophoniques, des émissions télévisées, pour parler en fait de la question de la peine de mort et du position de l'État vis-à-vis de cette résolution. Et enfin, il y a quelque chose aussi qu'il faut mentionner, c'est que dans chaque État, très souvent, il y a plusieurs membres de la Coalition mondiale contre la peine de mort. Et c'est aussi bien, pendant tout ce plaidoyer national, d'échanger avec les autres membres de la Coalition mondiale contre la peine de mort. Tous ne voudront peut-être pas s'associer aux activités, mais c'est bien d'avoir en tout cas une démarche qui est organisée, qui est concertée entre les différents membres, notamment s'il y a des rendez-vous, des rencontres de plaidoyer qui sont effectuées et qu'il y ait un échange d'informations sur des prises de position au niveau national. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment toutes ces activités, elles se font vraiment entre début septembre et je dirais fin octobre. C'est vraiment les 2 mois où le plaidoyer sur la résolution moratoire est concentré. Et à la fin, il y a une autre possibilité de plaidoyer qui va se passer après le vote en 3e commission. Le vote en 3e commission, c'est là où l'État va dire s'il est en faveur, s'il est contre, s'il s'abstient ou s'il était juste absent et donc on ne connaît pas sa position. Et donc, après ce vote qui nous permet de prendre la température du positionnement de l'État, on va pouvoir, pareil, faire des actions de plaidoyer de suivi. Donc, ils vont être encore des courriers, des rendez-vous de plaidoyer, des communiqués de presse pour essayer, donc, soit de conforter l'État dans sa décision de voter en faveur, soit de lui demander de revenir sur sa position. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer la slide, Marion ? Et du coup, pour illustrer les différents objectifs de plaidoyer, là, je vais pas tous les faire, mais c'était notamment des idées d'objectifs en fonction des pays, qu'on reverra bien entendu en fonction des ACAT. Mais il y a par exemple, pour le Cameroun qui s'abstient toujours, l'idée, ce serait de lui demander de voter en faveur. La RDC qui vient de voter contre cette résolution moratoire, il faudrait lui demander de s'abstenir.
elle ne vote pas en faveur, mais elle pourrait retourner à une abstention, qui est toujours moins pire qu'un vote contre. Il y a des États qui, par exemple, avaient déjà coparrainé la résolution tout en votant en faveur, comme le Burkina Faso, mais qui ne coparrainent plus. Donc là, l'objectif est de demander de coparrainer. Et donc voilà, chaque État a vraiment son objectif. Et si Marion, tu peux aller sur la slide d'après, il faut aussi mentionner que tous les États peuvent avoir un objectif de plaidoyer parce que, comme vous le mentionnez, Emeline, il y a ce qu'on appelle l'IRTF, donc l'Interregional Task Force, qui est ce groupe d'États à l'origine de la résolution. Ils sont 44, il me semble, 44 États. Et donc, dans ces États, il faut trouver ceux qui vont devenir des États facilitateurs, qui vont du coup être les coprésidents et qui vont négocier la résolution et prendre le lead sur la résolution de 2024. Et donc, il y a des États où il y a des membres à quatre, donc comme la Belgique, le Bénin, Brésil, France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. Et c'est des États qu'on pourrait d'ores et déjà approcher, si les ACAT le souhaitent, pour leur demander du coup de prendre les devants et de prendre un engagement à porter la résolution pour la négocier du coup pour cet automne. Il y a également des États qui votent en faveur de la résolution moratoire depuis plusieurs années, qui la coparrainent, mais qui n'ont pas pris le dernier engagement, je dirais, qui est forcément un engagement diplomatique, mais qui est de rejoindre cette task force, de rejoindre ce groupe de soutien de la résolution moratoire. Et il y a notamment le Canada, la Côte d'Ivoire, le Congo, Togo et Madagascar, qui sont des États qui pourraient du coup prendre des engagements supplémentaires et pourquoi pas devenir ce qu'on appelle les pen holders, donc devenir en fait les auteurs de la résolution. Est-ce que tu peux faire la slide d'après, s'il te plaît? Merci. Toutes ces informations qu'on vous donne là, avant qu'elles soient illustrées par Yves Nguetia, toutes ces informations sur la résolution moratoire et sur l'accompagnement possible par la FIACAT, elles sont reprises dans un dossier de plaidoyer qui a été préparé par du coup, le groupe de travail de la Coalition mondiale qui est dédié à la résolution moratoire et qui va reprendre vraiment toutes les informations de notre présentation, mais de manière plus détaillée, et qui va notamment contenir un modèle de lettres de courrier aux autorités, si vous désirez du coup les contacter pour leur demander de prendre des engagements en faveur de la résolution moratoire. Un autre outil qu'on va vous mettre à disposition, c'est un outil Excel qui reprend en fait le vote de tous les États membres des Nations Unies. Donc là, on va nous identifier ceux où du coup il y a des ACAT depuis 2007 pour que vous puissiez du coup être en possession de l'information, de savoir en fonction des différentes, donc là pour le moment des 9 votes des résolutions moratoires, quelle a été la position de votre État pour aussi avoir l'historique avant de vous adresser aux autorités. Donc ça, c'est des outils qu'on a déjà identifiés. Si jamais, donc au cours de vos discussions inter-ACAT ou dans vos ACAT respectives, vous identifiez, vous avez des besoins sur un dossier de plaidoyer ou n'importe quoi relativement à la résolution moratoire, vous pouvez très bien nous contacter pour que nous, on puisse voir aussi ce qui est possible de faire. Le toolkit qui est pour le groupe de travail, qui a été préparé par le groupe de travail de la Coalition mondiale, sert de dossier de plaidoyer, mais les années passées, on a déjà, avec les ACAT, co-construit des dossiers de plaidoyer qui étaient vraiment spécialisés sur la situation nationale d'un pays ou sur une situation sous-régionale, par exemple Afrique. Donc, c'est vraiment des choses, si vous avez des besoins qui sont déjà identifiés, vous pouvez nous les faire part pour qu'on puisse commencer le travail de plaidoyer toutes et tous ensemble. Merci beaucoup. Merci Xavier. Désormais, on va pouvoir illustrer ces propos de plaidoyer national en écoutant le partage d'expérience de la CAT Côte d'Ivoire. Je vais donc laisser la parole à Yves Nguedia. Yves, est-ce que tu nous entends?
Euh, Yves, est-ce que tu pourrais essayer de déconnecter, reconnecter ton son? J'ai l'impression que ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Yves, est-ce que tu veux essayer de te déconnecter, de te reconnecter sur sur la réunion? Vous m'entendez, Xavier? On t'entend. On t'entend, oui. D'accord. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yves Nguetia, anciennement secrétaire général de l'ACAD Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'au niveau de l'ACAD Côte d'Ivoire, j'ai eu à travailler longuement sur le projet d'abolition de la peine de mort. Voilà, depuis 2016. Je suis heureux que effectivement l'OP 2 pour mettre fin à la peine de mort de façon définitive. Voilà, c'est juste pour partager mon expérience sur la question du travail et avec la bénédiction on a pu quand même mener ces actions de plaidoyer. Pour étayer un peu le propos des Xavier tout à l'heure, c'est que chaque 10 octobre, effectivement, on mobilise l'opinion publique nationale en faveur donc, de l'abolition définitive de la peine de mort, tenant compte bien sûr de la situation de la Côte d'Ivoire. Et ça, on a beaucoup de partenaires. La Côte d'Ivoire étant travaillant avec la FIACAT, également la Coalition mondiale travaille avec la LIDO. On essaie de créer un rapport de synergie pour que le plaidoyer puisse se faire efficacement. C'est dans ce cadre-là que nous avons pu mettre en place un groupe de travail pour le plaidoyer qui a rassemblé des leaders communautaires, des leaders religieux, des organisations de la société civile, le CNDH, avec lesquels on a pu mener plusieurs actions de plaidoyer en faveur donc, de l'abolition définitive. En 2016, lors d'un atelier qu'on a eu, suite à des plaidoyers, le ministère des droits de l'homme de l'époque nous avait demandé de faire une proposition d'exposer des motifs pour pouvoir soutenir un peu le projet de loi, ce qui a été fait, hein, ce qui a permis de déclencher le processus pour qu'on puisse aujourd'hui parvenir à l'abolition définitive de la peine de mort avec la ratification de l'OCDE 2. Donc, c'est dit que quand même, on a eu du chemin et ce chemin-là, c'est parce qu'on a bénéficié de l'appui, de la collaboration de la FIACAT. Également, en 2022, pour le plaidoyer au niveau donc, des instances onusiennes, j'ai participé avec Marie Salfati, hein, que je salue au passage, qui n'est plus à la FIACAT. J'ai participé avec elle aux Nations Unies hein, à une mission de plaidoyer hein, lors de la session de la troisième commission hein, pour que, en fait, le vote hein, du moratoire, en faveur du vote du moratoire, c'est que d'abord, il y a eu un travail préparatoire. Ce travail, c'était que
il fallait, dans notre situation, inventorier les États tenant compte des objectifs qu'on attendait. Il y avait des États qui votaient déjà en faveur de la résolution moratoire. Ces États-là, il fallait leur demander de maintenir le vote et puis surtout de coparrainer en fait, la résolution. Il y a des pays qui euh, votaient contre. Donc, ces pays, ou encore au mieux, au pire, de s'abstenir. Donc, on a dû identifier et répertorier donc, les pays prioritaires parce que c'est vrai, la coalition mondiale, comment on l'appelle, le Ensemble contre la peine de mort avec qui on a mené la mission avait des pays prioritaires. La FIA4 et les A4 aussi avaient des pays prioritaires. Donc, ce sont ces pays-là qui ont bénéficié de ce plaidoyer-là. Également, donc, en amont de cette mission-là, on a pu, aux Nations Unies, rencontrer certaines missions diplomatiques quand même auprès donc, des Nations Unies. On a rencontré la francophonie pour demander de mobiliser les États membres de la francophonie afin que ces États-là puissent voter en faveur de la résolution moratoire. Il y a eu des représentations diplomatiques du Sénégal, par exemple, de la Côte d'Ivoire, qui ont été rencontrées aussi aux Nations Unies. Donc, c'était un plaidoyer qu'on a mené lors de la tenue donc, de cette session-là. Et puis, en salle, au niveau donc, des Nations Unies, on a dû avoir une approche. C'était juste de rencontrer les différents représentants des États, prendre des rendez-vous avec certains, voilà, formellement des, des séances de travail, sont les instructions reçues. Donc, s'ils avaient vendu des consignes, s'ils avaient reçu des consignes, c'était voir quelles sont ces consignes-là et puis, si possible, quelles actions ces représentants pouvaient mener pour influencer au cas où cette consigne n'était pas positive, le vote. Donc, on a eu des séances de travail avec plusieurs représentants des États, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun. Donc, tenant compte, bien sûr, en fait, du vote qui a eu lieu pour la précédente résolution moratoire. Ce qui nous a permis de quand même rencontrer beaucoup de représentants des États. Et au final, c'est qu'il y a eu quand même 125 pays qui ont voté en faveur donc, de cette résolution moratoire. Également, au cours de cette mission-là, il y a eu un side event qui a été organisé où je suis intervenu sur en fait, l'état des lieux de l'abolition de la peine de mort en Afrique. Parce que ça aussi, ça nous a permis, avec Ensemble contre la peine de mort, de mobiliser un certain nombre d'acteurs qui pouvaient influencer, qui pouvaient décider la lutte contre la peine de mort, qui était présent avec beaucoup d'autres pays qui ont participé à ce site event. Donc, ça a été également enrichissant au niveau international concernant le plaidoyer. De retour également en Côte d'Ivoire, pour ce qui est spécifique à la Côte d'Ivoire, on a dû voir un peu, prendre rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères, puisque en réalité, les représentants des États aux Nations Unies ne décident pas. Ce sont les consignes qu'ils reçoivent des États. Voilà, donc c'était demander à l'État du Côte d'Ivoire de donner des consignes claires, des consignes qui vont en faveur du vote. Et vu que la Côte d'Ivoire vote déjà depuis plusieurs années en faveur de la résolution moratoire, c'était de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse coparrainer la résolution pour qu'aujourd'hui, on parvienne à la ratification de l'OP2 et puis, bon, surtout même avant cela, à ce que la Côte d'Ivoire maintienne son vote en faveur de la résolution. Mais il faut dire qu'on est satisfait de ce travail-là parce que la collaboration avec la FIAC nous a permis de nous enrichir sur les méthodes de plaidoyer techniques parce que ce soit au niveau national, on a pu avoir quand même beaucoup de rudiments en matière de plaidoyer et puis au niveau international également, beaucoup, beaucoup d'expériences également a été acquis au niveau du plaidoyer. Dieu merci, aujourd'hui, je peux dire que la Côte d'Ivoire, quand même, grâce à la FIACAT, a pu s'enrichir et qu'aujourd'hui, on essaie de partager avec les nouveaux membres qui sont là parce qu'il faut dire que, mine de rien, on travaille toujours à renforcer les capacités des membres ACAT puisqu'il y a des mouvements, des mutations qui font que ce n'est pas toujours les mêmes acteurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, personnellement, je suis plus secrétaire général de la Côte d'Ivoire, mais
Je suis toujours membre de la CAP Côte d'Ivoire et mon expérience, chaque fois qu'on me demande, je le partage et je la partage avec tous les autres membres. C'est pour cela que j'ai été heureux de partager cette expérience-là avec vous. Donc, je reste à l'écoute s'il y a des questions après, je serai disponible pour y répondre. Merci. Merci Yves d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience en tant qu'ancien secrétaire général de l'ACAD Côte d'Ivoire et désormais membre. Je vous remercie à tous enfin, Xavier, Emeline, Yves et Nathan. Maintenant, on va pouvoir passer un petit temps de questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole aux membres des ACAD qui sont présents euh, pour, euh, pour poser vos questions. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Est-ce que cette résolution, elle aura des incidences nationales? Je voulais savoir. Yves, est-ce que tu souhaites répondre ou peut-être Xavier? Je peux me lancer et Yves va me compléter. Euh, c'est une résolution qui peut paraître déconnectée parce qu'elle est négociée par des diplomates à New York. Euh, et que du coup, on se demande quelles peuvent être les incidences concrètes au niveau national. Euh, mais c'est le moment où la peine de mort devient politique et devient une priorité au niveau de la diplomatie d'un État, parce qu'il faut voter cette résolution tous les 2 ans. Tous les États la votent ou décident de soit s'abstenir ou être absents, mais c'est au rendez-vous des négociations diplomatiques tous les 2 ans. Et donc, c'est un moment qui est important pour pouvoir parler de la peine de mort dans son État, qu'on soit dans un État abolitionniste ou un État rétentionniste. Donc ça, déjà, je pense au niveau du calendrier, ça permet d'imposer la peine de mort dans le débat public du fait de ce rendez-vous biennal. Et je verrai également un autre aspect euh, qui est que cette résolution de 2007 montre la dynamique abolitionniste mondiale et qui ne fait que croître d'année en année. Et elle permet aussi du coup d'asseoir nos argumentaires en tant que société civile, d'abolir la peine de mort pour respecter le droit à la vie, pour respecter l'interdit de la torture, malgré le fait que ce soit considéré comme une peine relevant du coup de la justice pénale. Et donc, de montrer ce mouvement mondial qui ne fait que s'accroître. Cette année, on pense, enfin, on espère avoir les 2 tiers des États membres des Nations Unies qui votent en faveur de la résolution moratoire. On n'en avait qu'une centaine il y a 17 ans, oui. Euh, Ça nous permet quand même de montrer aux États qu'il est temps d'abolir et que c'est un peu la marche de l'histoire. Et en ça, du coup, ça permet aussi de nourrir les actions abolitionnistes nationales ou régionales. Merci Xavier.
Euh, je pense que Yves va pas pouvoir rebondir sur tes propos car il a quitté la réunion. Enfin, je le vois plus dans les participants. Mais du coup, je vais en profiter pour vous partager quelques mots que Jean-Daniel Vigny voulait partager lors de ce café à 4 auquel il ne pouvait pas participer. Euh, alors, J'en profite juste pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier sur l'impact de la résolution. Au niveau des Nations Unies aussi, au moment de l'examen périodique universel d'un État, donc l'examen d'un État par les autres États, on va rappeler ses engagements à l'État, les engagements qu'il a pris devant l'Assemblée générale, par exemple. Donc, si on veut qu'un État ratifie, par exemple, l'OP2, donc le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui vise à abolir la peine de mort, on va rappeler à l'État que qu'en 2022, il s'est prononcé en faveur de la résolution moratoire, donc pour aller au bout de ses engagements, pour aller vraiment vers une abolition définitive de la peine de mort, il faudrait qu'il ratifie l'OP2. Donc, ils sont aussi mis face. En fait, tout est assez lié. On se sert des positionnements des États à New York, à Genève également, de l'examen d'État par les autres États. Et de la même façon, les organes des traités, les experts reprennent aussi les engagements des États, hein. Tout est vraiment lié, quoi. C'est pas, on peut avoir l'impression que ça fonctionne un peu en silo, où New York est plus politisé et Genève plus un droit de l'homiste, on va dire. Mais les engagements sont repris, que ce soit à New York ou à Genève. merci Emeline. Et peut-être pour partager du coup les commentaires que Jean-Daniel nous a envoyés par mail et souhaité donc porter à votre connaissance. Euh, c'est vraiment au niveau de comment est rédigée la résolution et quel plaidoyer la FIACAT pourrait porter d'ici quelques semaines auprès des États. Il y avait quelque chose relatif aux méthodes d'exécution qui est du coup qui sont déjà mentionnées dans le texte de la résolution de 2022. Donc on pense qu'on va repartir sur la base de 2022. Et donc lui, il aimerait profiter donc de cette porte ouverte, de cette mention des méthodes d'exécution pour attirer l'attention sur les injections létales et qui s'appuie sur l'apparence d'une procédure médicale qui serait une méthode propre pour ôter la vie à une personne, pour la tuer, et qui serait une méthode d'exécution qui serait plus humaine, comme si elle n'engendrait pas de souffrance. Alors qu'il y a du coup, des études qui ont été faites et qui ont montré au niveau des sécrétions des hormones que ces méthodes-là engendraient forcément de la souffrance pour les personnes qui se faisaient tuer de la sorte. Et il y a aussi toute une question qui est en train de se faire au niveau des récentes exécutions par nitrogène en Alabama. Et du coup, Jean-Daniel proposait qu'on intègre ces questions-là directement dans la résolution pour savoir si ces méthodes d'exécution ne sont pas contraires du coup à une disposition du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est l'interdiction de soumettre une personne sans son libre consentement à l'expérience médicale ou scientifique, comme pourrait être du coup l'exécution par nitrogène, pardon. Un autre commentaire, c'est par rapport au projet de protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant sur l'abolition de la peine de mort. Jean-Daniel s'interroge pour savoir est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter, mentionner l'existence de ce projet de protocole directement dans la résolution, puisque dans la résolution, il est déjà mentionné des débats locaux, nationaux ou des initiatives régionales en cours concernant la peine de mort. Et donc, lui s'interroge s'il ne faudrait pas cibler le projet de protocole en tant que tel et donc l'inscrire textuellement dans la résolution moratoire. Voilà tout. On n'entend pas Marion. Oups. Euh, merci Xavier du coup de nous avoir partagé les commentaires de Jean-Daniel et je vais laisser la parole à Michel.
Bonjour tout le monde. Euh, Moi, je voudrais plutôt poser une question à l'intervenant, mais malheureusement, il n'est pas en ligne. Je voudrais un peu savoir, dans le processus de l'élaboration de la résolution, est-ce que les ONG interviennent ou c'est simplement les États qui préparent la résolution qui est soumise au vote des autres États? Il me semble que Yves a réussi à se reconnecter, donc je vais le laisser répondre si il nous entend. Vous m'entendez? Oui, D'accord. Oui, j'ai un souci de connexion là qui fait que une connexion instable ici. Il faut dire que la résolution, ce sont les États. Ce sont les États qui interviennent uniquement à sa rédaction. Voilà, les ONG n'interviennent pas, même si les ONG essaient d'influencer à travers leurs actions de plaidoyer. Euh, les ONG essaient d'intervenir auprès des États pour que leurs aspirations puissent être prises en compte. Sinon que c'est typiquement les différents États qui interviennent dans la rédaction. C'est ce que je peux dire hein, sur la pétition qui vient d'être posée. Merci. Si je peux juste ajouter par rapport à ce qu'a dit Yves, en effet, à partir de septembre, une fois que la version préliminaire du projet de résolution est adoptée, les ONG n'interviennent plus. Par contre, entre fin juillet, donc le moment où les rédacteurs principaux, donc les penholders, vont commencer à rédiger le projet, et donc entre fin juillet et fin septembre, tu me diras, Xavier, si c'est pas, c'est un peu plus court, mais le draft du projet va être partagé avec les ONG. Donc en fait, les deux, donc par exemple l'année dernière, l'Australie et le Costa Rica ont préparé un premier projet de résolution fin juillet sur la base de la résolution de 2020. Et ensuite, ils l'ont envoyé aux ONG, notamment à la FICAT, à la Coalition mondiale, pour faire des commentaires, pour ajouter des éléments sur le projet de résolution. Et ensuite, libre à eux de décider ce qu'ils gardent et ce qui ne garde pas pour la version finale qui sera présentée. Mais voilà, le projet est quand même présenté à la société civile ainsi qu'aux institutions nationales et aux autres entités onusiennes. Par exemple, il est aussi présenté au commissariat des Nations Unies à Genève. Voilà. merci, Emeline. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Moi, je voudrais plutôt revenir un peu en arrière sur les réflexions de Jean Daniel concernant l'inscription du protocole africain directement dans la résolution. Euh, Ça me semble être une bonne réflexion. Est-ce que nous, en tant que des ONG, avons-nous les moyens de pouvoir nous battre pour qu'on puisse faire figurer, ne serait-ce qu'en liminaire, ces protocoles africains qui n'est pas encore adopté? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre?
Oui, je peux me lancer. C'est une question qu'on a débattue à plusieurs reprises, de savoir est-ce que nous, on allait porter cette mention du projet de protocole au sein de la résolution moratoire. C'est une discussion qu'on a eue avec Jean-Daniel à plusieurs reprises. Je dirais, ce qui est compliqué, c'est qu'aucun autre protocole n'est cité textuellement et citer seulement le protocole africain qui plus est, n'est pas adopté par l'Union africaine, serait peut-être contre-productif pour l'adoption du projet de protocole, puisque les États membres de l'Union africaine y verraient peut-être une pression internationale pour l'adoption de ce projet de protocole. Et c'est quelque chose où on est particulièrement précautionneux, je dirais, pour vraiment éviter que le texte paraisse comme un texte international, alors qu'il vient vraiment pour le coup de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et voilà, on a peur que ce soit contre-productif, parce que cette résolution moratoire, comme Emeline l'a dit, à Genève, on est plus sur, on va dire, des droits lobbyistes, même si je dis ça avec maladresse, je pense. Mais à New York, les choses sont vraiment très politiques et la peine de mort, en fait, redevient une question politisée slash instrumentalisée. Et où ce qui se joue dans la résolution moratoire, c'est pas juste la peine de mort, c'est aussi, comme l'a relevé Emeline, une, alors, comment je pourrais dire ça? Une opposition, une confrontation entre plusieurs blocs d'États. Il y a vraiment, en fonction de la situation géopolitique, il y a vraiment des crispations qui se font au sein de cette résolution moratoire. Et donc, inscrire le projet de protocole et nous porter ce plaidoyer en tant que FIACAT, ça pourrait du coup vraiment être contre-productif et le projet de protocole pourrait en pâtir parce que on le politiserait de nous-mêmes ou on le mettrait dans un texte qui va être politisé et instrumentalisé, ce qui pour le moment n'est pas le cas à l'Union africaine. Merci Xavier. Et peut-être, pardon, juste pour ajouter, si ça devait être fait, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est qu'il faudrait que cette mention du projet de protocole soit portée par un État membre de l'Union africaine et ne soit pas portée par des ONG ayant leur siège en Europe. Il faudrait vraiment que ce soit porté par les principaux concernés qui souhaitent voir du coup le projet de protocole dans la résolution. Et pour le moment, si on prend du coup l'IRTF, donc l'Interregional Task Force, donc ce groupe d'États moteurs autour de la résolution moratoire, seuls deux États, on compte seulement deux États africains qui sont l'Angola et le Bénin. Et donc, avant même, en fait, de faire ce plaidoyer pour le projet de protocole, je pense que notre premier plaidoyer à faire, tous ensemble, c'est de demander aux États africains qui sont abolitionnistes et qui ont une position abolitionniste dans leur diplomatie de rejoindre ce groupe d'États pour ensuite qu'ils puissent défendre du coup le projet de protocole. Merci beaucoup Xavier. Je vais laisser un dernier temps si quelqu'un souhaite poser une question. Et si personne ne souhaite participer, on peut dire qu'on arrive à la fin de ce café à 4, qui était du coup consacré à la mobilisation stratégique autour de la résolution moratoire. Au cours de ce rendez-vous, nous avons eu l'opportunité d'aborder différents aspects de cette résolution. Et ça aussi, enfin, ce temps a aussi été marqué par un partage d'expériences, notamment de la CAT Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut retenir en quelques mots de ce café à 4, c'est l'importance du plaidoyer national. Je souhaite aussi souligner les propos de mes collègues sur l'importance de se coordonner et la concertation dans le plaidoyer. Et ne pas oublier que tous les États peuvent avoir un objectif de plaidoyer sur les résolutions moratoires. Euh,
ils peuvent être aussi facilitateurs ou bien auteurs de ces résolutions. Et je vais aussi rappeler les derniers mots de ma collègue Xavier. Si vous identifiez des besoins dans le cadre de votre plaidoyer national dans ce cadre-là, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là pour répondre à vos questions. Et je vais profiter de ces derniers moments pour dire un grand merci à notre président de la FIACAT, Christophe, pour avoir pris le temps de nous rejoindre au début de cette réunion, qui est quand même un temps assez symbolique du réseau de la FIACAT depuis son élection. Je tiens aussi à remercier Nathan, Emeline, Xavier et Yves pour avoir participé à ce café ACAT, qui est quand même un moment très important de la vie du réseau de la FIACAT, et de se retrouver pour notre engagement commun auprès du réseau. Et je souhaitais aussi rappeler aux ACAT présentes que je vais envoyer un mail avec le planning des futurs cafés ACAT. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous porter volontaire pour animer un prochain café ACAT. Je vous enverrai le planning. Et sur ce, je peux vous souhaiter une très bonne journée et merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.